Bonjour et bienvenue dans Athletes Corner. Nous sommes dans le Salon des Princes de l'Automobile Club de Monaco avec Christian Tornator, secrétaire général des épreuves. C'est cela même. Bonjour Christian. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors je vais vous rappeler le principe de notre interview. On est là pour mieux vous connaître et j'ai une petite tête pour vous puisque je vous donne ce joker. Aïe, aïe, aïe. Prenez-le et vous n'avez le droit de l'utiliser qu'une seule fois si une réponse ne vous convient pas. D'accord, tout dépend du nombre de questions. Voilà, exactement. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Alors, Christian, vous êtes donc secrétaire général des épreuves. En quoi consiste votre rôle à l'ACM ? Je dirais qu'il est très complexe parce que, suivant les manifestations que nous organisons, j'ai un rôle différent. Et j'ai surtout un rôle de préparation, un rôle d'organisation, bien entendu, puisque nous organisons des épreuves sportives, avec notamment, dans l'ordre d'apparition, je dirais, sur le calendrier, le rallye Monte-Carlo, le rallye Monte-Carlo historique, le rallye Monte-Carlo des véhicules à énergie alternative, le Grand Prix historique une année sur deux, le Grand Prix de Monaco de Formule 1, ainsi que la Monaco Kart Cup au mois d'octobre. Donc tout cela passe entre mes mains à différents titres. Alors c'est vrai que je suis plus un organisateur, comme tous les gens de l'Automobile Club d'ailleurs, et pendant les épreuves, je me trouve responsable sportif la plupart du temps. Donc l'organisation, c'est la préparation des manifestations, c'est l'engagement des concurrents, c'est la vérification des documents. Et après, pendant les épreuves, c'est essentiellement la direction de course et la gestion des courses, bien entendu. Pour les grands prix, là je parlais plutôt pour les rallyes. Pour le ou les grands prix, c'est simplement, c'est un faible mot, le suivi du montage du circuit. Et pendant les épreuves, c'est la gestion de tout ce qui est relatif au contrôle du public, essentiellement, c'est-à-dire toute la partie qui est extérieure au circuit, ce qui est un petit peu paradoxal, puisque je m'occupe du montage du circuit. Une fois que le circuit est prêt, que les voitures de course arrivent dessus, je m'occupe que de la partie qui est extérieure. Donc je suis un peu rejeté à l'extérieur, mais ce n'est pas un problème. Et pour le karting, là c'est pareil, mais bon, c'est beaucoup plus simple. C'est un mini Grand Prix de Monaco, donc ça se monte en une semaine et ça se démonte en une nuit, donc c'est pas du tout la même quantité de travail à fournir et pas du tout non plus la même fatigue, bien entendu. Mais voilà, donc vous voyez, d'une année sur l'autre, enfin, même pendant toute l'année, on a quand même un calendrier bien rempli. Et je dirais qu'une année sur deux, on se repose grâce au Grand Prix historique qui n'a pas lieu, comme cette année par exemple. Donc là, cette année, c'est repos. C'est repos, oui, c'est repos. Et vous organisez combien d'épreuves ? Donc ça fait 6 dans l'année. Ça fait 6 dans l'année. Et il faut savoir que quand je suis rentré à l'Automobile Club il y a 22 ans maintenant, nous n'avions que le Grand Prix de Monaco et le rallye Monte-Carlo. Donc on pourrait croire qu'on ne passait que des vacances, mais pas du tout, parce que les temps étaient différents, les temps de montage aussi étaient beaucoup plus longs. Les rallyes se déroulaient sur une semaine au lieu de se dérouler sur 2 jours comme maintenant. Donc tout cela faisait qu'on était aussi bien occupés. Ah, donc l'Automobile Club de Monaco est né en 1890. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de son histoire ? Je vais avoir un petit peu de mal. Je ne vais pas mettre le joker parce que je connais quand même un peu l'histoire. C'est vrai qu'il a débuté en étant simplement un club d'accueil de cyclistes, puisque dans la région, il y avait plus de cyclistes que d'automobiles, même si on était une région réputée pour sa richesse, en tout cas son accueil de nobles étrangers. Mais donc on a débuté en étant un club de cyclistes. D'ailleurs, il s'appelait le Club vélocipédique de Monaco. Dans le sport vélocipédique monégasque, exactement, tout à fait au début. Et c'est ce que l'on retrouve sur le logo de l'Automobile Club. Je ne sais pas si vous allez le montrer, mais vous verrez que sur la partie supérieure, vous avez un petit vélo. On peut zoomer sur votre cravate ? On peut zoomer sur la cravate. Je ne sais pas si ça apparaît vraiment sur la cravate, mais c'est vrai, oui, effectivement, il y est. Donc on l'a intégré dans notre logo au moment du centenaire, donc en 1990. Et le sport vélocipédique monégasque est devenu, je crois, en 1909 ou 1910, le club automobile de Monaco. Ensuite est arrivé le premier rallye Monte-Carlo en 1911, donc on va fêter son centenaire dans 2 ans, bien entendu.
avec surtout au niveau du Rallye Monte-Carlo historique, des villes de départ comme on faisait à l'époque, Minsk, Inverness, Athènes, Marrakech, enfin bon, des lieux exotiques et très éloignés. Et puis, malheureusement, la Première Guerre mondiale est intervenue. Ensuite, se sont développées, après la Première Guerre mondiale, se sont développées les courses et les grandes courses de 24 heures, notamment, avec, pour ne pas les citer, les 24 heures du Mans, essentiellement, mais d'autres courses. Et l'idée a germé dans l'esprit de nos prédécesseurs de faire une course en ville. Donc 1929, ça a été le premier Grand Prix de Monaco, gagné par M. Williams sur une Bugatti. Et puis ça a continué, l'Automobile Club de Monaco a grandi, grossi, et les Grands Prix en sont à leur 67e édition cette année, sans interruption depuis 1952. Donc vous voyez qu'on a fait fort et on essaye toujours d'être à la pointe, bien entendu, surtout au niveau de la sécurité, ça c'est clair. Donc le Grand Prix de Monaco, c'était d'abord l'Automobile Club de Monaco, c'était d'abord le Rallye Monte-Carlo, puis le Grand Prix de Monaco, puis les deux, jusqu'en, je ne me souviens pas exactement de la date, mais ça doit être dans les années 90, où le premier Grand Prix de Monaco historique a été lancé, je crois, et depuis on fait ça tous les 2 ans. Donc on en sera l'année prochaine à la 13e ou 14e édition, si je me souviens bien, mais je dis peut-être des bêtises. Il faudra vérifier. On va aller vérifier ça, oui. Je crois. Et vous êtes à la pointe, surtout en matière d'environnement. Vous avez récemment organisé le 3e Rallye Monte-Carlo des véhicules à énergie alternative. Oui. Alors pourquoi l'Automobile Club de Monaco a mis cette épreuve en place? On s'est senti quand même un petit peu, pas piégé, mais dans les années 90, toujours, vous voyez qu'on y revient, il y a eu un mouvement, il y a eu d'abord des crises pétrolières, ça devait être la 2e ou la 3e, il y a eu la guerre en Irak en 1990. Il y a eu un problème pétrolier et les constructeurs français se sont dit attention, il ne va plus y avoir de pétrole, etc. etc. Donc on a commencé à fabriquer des voitures électriques. Nous, qui essayons d'être toujours dans le coup, à la pointe, comme on disait, nous nous sommes décidés à faire un rallye de véhicules purement électriques. Alors c'est vrai que ce n'était pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup de voitures, mais on a été les premiers à le faire. On a persévéré pendant 5 ans, de 1995 à 1999. Malheureusement, le pétrole, je dirais, a prouvé son abondance, les prix sont restés stables et les constructeurs français ont renoncé à fabriquer des voitures électriques. Donc le rallye Monte-Carlo des véhicules électriques s'est arrêté et mort de sa belle mort. Puis, parce que Monaco a quand même toujours été un petit peu pionnier dans ce que vous disiez, l'environnemental, l'écologie et la surveillance de cet environnement qui nous est cher, puisque nous, on a la mer, la montagne, on a un jardin exotique, on a beaucoup de choses qui sont la nature même. Donc on a décidé de faire et de reprendre cette initiative en 2001. Donc vous voyez, c'était pas tellement éloigné, quand le symposium des véhicules électriques a été réalisé à Monaco. Donc on s'est dit, puisqu'on a abandonné les véhicules électriques, on va essayer de faire quelque chose d'encore mieux, avec des véhicules à pile à combustible, bien sûr électriques, et bien sûr hybrides, puisque la Toyota Prius venait de naître. Et on s'est dit, voilà, on va relancer la machine, et on va refaire un rallye Monte-Carlo des véhicules à pile à combustible et hybrides. Donc on a fait 2 années de suite cette manifestation. Et puis on a décidé de changer de nom. Et puisque la FIA avait une commission des énergies alternatives, de faire un rallye de véhicules à énergie alternative, ce qui va, je crois, dans le droit fil de la politique de notre souverain, qu'il a encore déclaré lors de son avènement et qui portait un intérêt tout à fait pointu sur l'environnemental et donc la surveillance, comme je vous disais, de tout ce qui était écologie au niveau de la principauté, et même au-delà, puisque vous savez qu'il est allé en Antarctique, et c'est une passion comme son grand-père avait. Donc je crois qu'on est dans le droit fil de sa politique, et on continue, et on essaye d'amplifier le phénomène, et je crois que cette année, on est arrivé à quelque chose d'assez extraordinaire avec pratiquement 90 engagés. Encore des voitures à hydrogène, ce qui n'est pas tellement répandu dans le commerce. Beaucoup de véhicules électriques pour lesquels c'était une des premières mondiales.
notamment Tesla et Mitsubishi. Et à l'issue de l'épreuve, beaucoup nous ont dit l'année prochaine on revient et on revient en force, donc on aura encore plus de véhicules l'année prochaine. Donc pour nous c'est une grande espérance et ça ne veut pas dire qu'on va supprimer le rallye Monte-Carlo, ça il n'en est pas question, le rallye Monte-Carlo traditionnel, mais en tout cas celui-là a pris presque plus d'importance au niveau quantité, au niveau dimension. Alors maintenant, je crois qu'il va être connu et la preuve en est que apparemment, mais j'en suis pas sûr et j'ai pas réussi à le prouver, certains auraient pu tricher lors de notre épreuve, ce qui veut dire que si les gens commencent à tricher, c'est que l'épreuve commence à compter pour eux. Ils veulent absolument gagner. Ils veulent absolument gagner, donc on va accentuer les contrôles l'année prochaine, on va multiplier les vérifications techniques et on va être plus sévère, bien entendu, sur le déroulement de l'épreuve. Donc ça, c'est le rôle du directeur de course. Et moi qui suis un petit peu au-dessus, je vais essayer de préserver l'égalité des chances pour tous, parce que c'est pas normal, bien entendu. Mais enfin bon, ça, il y a toujours la possibilité de faire des entorses au règlement ou de détourner les règles pour en bénéficier. Et puis malheureusement, ça nous donne des résultats qui sont faussés. Alors on veut rester rigide et rigoureux. Allez, on va dire rigoureux parce que rigide, c'est un peu raide. Donc on est prévenu, l'année prochaine, il n'y aura pas de triche. Ah, il y en aura certainement moins. Ou en tout cas, on essaiera de la contrôler un peu mieux. D'accord. Alors maintenant, je vais parler un petit peu de vous. Oui. Et je voulais savoir quelle était votre principale qualité. Ouh là là. Oh, c'est rude là. Je pense que c'est la patience. Je pense que c'est la patience. Alors je rajouterai la persévérance. La patience parce que j'ai affaire, je dirais, à beaucoup de monde, aussi bien au niveau de l'Automobile Club et du club lui-même qu'au niveau des entreprises extérieures ou des contacts que l'on a à longueur de journée. Et je reconnais qu'on est souvent sollicité et il faut toujours garder son calme. Et je crois que de ce côté-là, je ne dis pas que je suis passé maître, mais j'arrive à me contrôler, même dans les cas difficiles. Et Dieu sait s'il y en a, surtout dans les moments de tension qui sont la gestion des épreuves ou comment dirais-je, les veilles de grandes manifestations. Parce que là, c'est vrai que la tension est à son comble et on devrait être de plus en plus reposé. En fait, on est de plus en plus fatigué puisqu'on est à la fois organisateur et puis gestionnaire de la manifestation par la suite. Donc ça demande, je dirais, des épaules assez solides. Donc il faut s'entraîner physiquement et je fais du vélo, et je fais du tir. Donc vous voyez, c'est deux sports assez incompatibles à première vue, mais l'un c'est la partie basse du corps et la respiration, et l'autre c'est la partie haute et la précision. Donc ça correspond assez bien à ce que l'on fait. Même si apparemment les manifestations automobiles ne sont pas très sportives, en fait il faut avoir les yeux bien en place et la tête sur les épaules. Et à côté de ça, vous avez un défaut ? J'en ai sûrement. Vous ne les connaissez pas ? Non, il faut que ce soit les autres qui me le disent. Mais non, j'ai peut-être trop bon caractère. Voilà. Ça peut être vu comme un défaut. Ça peut être vu... Non, c'est sympa d'avoir un bon caractère. Oui, non, mais parfois je suis trop gentil et c'est vrai que ça peut compliquer les situations. Mais c'est pour ça. Mais bon, je ne dis pas que j'ai pas de défaut, sûrement pas. Mais bon, j'en ai pas beaucoup. Quelle est votre plus grande victoire à titre sportif, puisque vous faites du sport, ou à titre privé ? À titre sportif, ma plus grande victoire, je pense que ça sera la prochaine, et ça sera l'ascension du Mont Ventoux la veille du passage du Tour de France. Et c'est pour ça que je m'entraîne durement sur mon vélo tous les week-ends. Vous voyez, c'est un peu paradoxal, mais on revient au sport vélocipédique monégasque. Mais j'y suis pour rien, c'est parce que c'est une passion. On revient aux origines de l'Automobile Club. Donc ça, pour moi, c'est ma prochaine victoire, parce que j'ai déjà échoué une fois, et je ne veux pas que ça se renouvelle, parce que là, on se sent quand même ridicule. Quand on entreprend quelque chose qui est difficile, je reconnais que c'est difficile, je dirais, vu mon âge et mes conditions d'entraînement, c'est encore plus difficile. Donc j'ai acquis un vélo qui me permet d'être bon, mais malheureusement, une fois qu'on a atteint le poids minimum, il faut que ce soit le corps qui suive, et là, c'est beaucoup plus difficile. Donc je pense que ça sera ma prochaine épreuve, et pour moi, c'est la plus dure. Donc là, vous y retournez bien entraîné. Oui, tous les week-ends, je fais mes 120 km de vélo, donc j'essaye de... Et je commence maintenant les ascensions, maintenant qu'il commence à faire bon et moins froid,
Et je commence à grimper un peu plus. Et c'est vrai que le Mont Ventoux, c'est délicat. Mais enfin, ça sera en plein mois de juillet, donc il fera chaud. Et d'ici là, j'aurai le temps de m'entraîner. Vous avez une personne qui compte particulièrement pour vous? Ah bah je vais dire que j'ai ma petite fille, elle est née il y a 2 semaines. Donc pour moi, c'est une nouveauté. Et je crois que même si c'est la dernière, c'est pas encore la plus chérie, mais je pense que ça sera la plus chérie, forcément. Forcément. Et vos choix ont-ils été influencés par votre entourage? Votre carrière, est-ce qu'on vous a aidé? Est-ce qu'on vous a Alors mis des bâtons dans là les roues? Enfin, si je puis dire. Non, 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 je crois qu'on m'a jamais mis de bâton dans les roues. En revanche, c'est vrai que le fait d'arriver à l'Automobile Club a été assez particulier. Le fait a été assez particulier. C'est une histoire assez compliquée. Mais on m'a jamais empêché de venir ici. Au contraire, on m'a demandé de venir ici. Donc, vous voyez. Et vous faisiez quoi avant? Avant, j'ai été, comme tout le monde, étudiant. J'ai un doctorat de géographie. Donc, c'est vrai que ça peut être utile quand on dessine des itinéraires de rallye. Mais ce n'était pas ma vocation première. Ma vocation première, c'était la recherche scientifique. Donc, vous voyez, ça mène à tout, hein, les études. Et par comment dirais-je, par des chemins de traverse, je suis arrivé à l'Automobile Club, que j'ai fréquenté relativement tôt. Parce que quand j'étais tout enfant, mes parents habitaient au-dessus d'un garage dans lequel les Formule 1 étaient présentes la veille et l'avant-veille des Grands Prix de Monaco. Et il faut savoir qu'à l'époque, les Formule 1 venaient depuis les garages de Monaco et de Beausoleil directement sur le circuit, moteur en route avec le pilote à l'intérieur. Donc j'ai eu la chance, quand j'étais tout petit, de monter dans si je me souviens bien, c'était une BRM, parce que le garage qui était en dessous accueillait des voitures de course, et mon père m'avait mis dans une voiture de course tout petit. Et puis Monaco, c'est quand même pas grand. Donc naturellement, la manifestation d'importance, c'était le Grand Prix de Monaco. Et c'est vrai que mon père, qui travaillait à l'hôtel de Paris, me faisait venir soit dans une chambre de l'hôtel, soit dans les jardins pour assister au Grand Prix, jusqu'en 1967. Et en 1968, je me suis présenté ici, comme tous les jeunes de la région, pour travailler pour le Grand Prix. Et on m'a dit non, vous êtes trop jeune, tu es trop jeune, on ne peut pas te prendre. Et alors je suis reparti bien déçu. Et puis la personne qui faisait les embauches à l'époque était un collègue de travail de mon père. Et quand il a su que j'étais le fils de mon père, il m'a dit « Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était toi ?» Et donc j'ai commencé à travailler pour l'organisation du Grand Prix, j'avais 15 ans. À 15 ans, c'est quand même alors assez que jeune. c'était pas autorisé. Alors que c'était pas autorisé. Et puis après, de fil en aiguille, je suis revenu à l'Automobile Club quelques années après. Enfin, pas mal d'années après, mais à titre permanent à ce moment-là. Quelles sont les valeurs qui vous tiennent à cœur? Je crois que c'est l'honnêteté, ça c'est clair. L'honnêteté et la franchise, c'est quand même les deux critères les plus importants pour vis-à-vis vis-à-vis des gens que je fréquente. Je pense que c'est ça. Et c'est comme ça que je me comporte avec eux de toute façon. Il n'y a pas de faux semblants. Il vaut mieux, ça évite les discussions et les complications. Alors maintenant, on va faire un petit quiz. Aïe, aïe, aïe. Allez-y. Je sur le fais quoi? quand Sur même. la géographie? Non, c'est un petit quiz très facile, c'est un petit quiz sur vous. Donc, ne tendez pas le joker tout de suite. Bon, je vais le poser sur la table. Posez-le tranquillement, on va voir. Alors, je commence par la cuisine. Quel est votre plat préféré? On va dire que ce n'est pas un plat, c'est un dessert. Ça serait la mousse au chocolat. C'est très bon, bon choix, bravo. Et je vais vous dire pourquoi, parce que c'est un des rares plats que je sache faire. Mais c'est tout. Et celui que vous détestez? Ah, j'en ai pas. Un plat que je déteste? Oui. Ou que je détesterais? Non, je dirais banalement un plat trop cuit, mais non, non. Ah oui, allez, en cherchant bien, mais c'est pas du tout un plat local, je dirais que ça serait des insectes qu'on me ferait manger crus, comme dans certains pays d'Asie, mais là c'est vraiment exceptionnel. Ici, on n'en trouve pas. Donc, vous avez peu de risques d'être confronté à la situation. Exactement. En vêtements, quel est votre style? Costard-cravate sûrement? C'est pas mon style, c'est plus une obligation. Je préfère être comme tout le monde, en jean et en pull cachemire. Allez, n'hésitons pas, disons-le. On peut le dire. On peut le dire.
En musique, quel est votre chanteur ou votre groupe préféré? Là, je vais paraître un peu rétro, mais j'ai toujours des disques des Beatles à la maison, et c'est vrai que c'est un peu ma génération, donc j'ai pas beaucoup évolué de ce côté-là, et je reconnais que j'ai pas beaucoup le temps d'écouter de la musique. Mais j'aime bien les grands classiques aussi, et je dirais que j'ai plus de disques classiques que de disques modernes. N'ayons Ça pas peur des arrive. mots. Oui, ça arrive aussi. Ça arrive aussi. En télé, quelle est l'émission que vous préférez? Déjà, vous ne me demandez pas la chaîne, c'est bien. C'est fort. Je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance. Je dirais que je regarde pratiquement que les émissions sportives. Je n'ai pas l'occasion ou la patience de regarder les émissions, qu'elles soient politiques, culturelles ou économiques. J'ai pas beaucoup de temps et quand je suis chez moi, je préfère. Je suis abonné à 2 revues qui sont soit hebdomadaires, soit mensuelles, plus un canard hebdomadaire et j'ai à peine le temps de les lire. Donc vous voyez, les soirées sont courtes, trop courtes et je préfère me consacrer quand même à la lecture ou même aux mots croisés qu'à la vision de la télévision. C'est paradoxal, hein, je vais passer pour un rétro, mais non, non, sinon c'est vrai que je regarde quand même. J'étais dans ma vieille jeunesse joueur de foot à l'AS Monaco. Donc je garde quand même une préférence pour les matchs de foot. Vous Alors c'est vrai suivez que ça. sur les télévisions, sur les chaînes françaises, on a quand même le choix. Il y a Monaco avec le câble, on a toutes les disponibilités. Donc pratiquement tous les soirs, il y a un match de foot. Ça ne veut pas dire que je regarde tous les soirs un match de foot non plus, hein, bien entendu. Entendons-nous bien. C'est clair. Et qu'est-ce que vous zappez? Qu'est-ce que je zappe Je dirais plutôt les émissions politiques. Oui, oui, oui. Malheureusement. Malheureusement, ça m'agace parce que je trouve qu'on parle trop et qu'on n'agit pas assez. Et quand on n'agit pas très bien. Donc c'est un peu la déception permanente. Et depuis que je regarde, enfin peu, mais que j'en regarde quand même un petit peu, des émissions politiques, j'ai trouvé que ça n'avait pas vraiment progressé. Alors, j'espère que vous arriverez à les faire progresser. On va essayer, on va y mettre tout notre cœur. Au cinéma, est-ce que vous avez un film que vous avez vraiment adoré? Il y a longtemps que je ne suis pas allé au cinéma. La dernière fois que je suis allé au cinéma, je ne sais même pas si je m'en souviens. Vous y êtes déjà allé? Non, ça devait être un film, un film américain. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Hein. C'est même pas Bienvenue chez les Ch'tis. Je l'ai même pas vu, vous voyez. Donc, il faut dire si je sors. Ça doit être une série, pas une série. Ah, ça y est, ça me revient. Bon, c'est pas récent. C'était ah, je cherche le terme et le titre en anglais. C'était l'homme incassable, je crois, quelque chose comme ça. C'est un film américain. C'est un peu la science-fiction. C'était un peu de la science-fiction, mais c'était très bien. C'était un peu retour vers le futur. C'était un peu compliqué, mais ça m'avait beaucoup plu. Alors vous voyez, j'ai pas de style particulier, mais ça j'aime bien. Et un film que vous avez détesté si vous y êtes allé assez? Si j'y suis allé, j'en suis revenu déçu. Non, non. Donc, quand je vais au cinéma, en principe, je choisis et j'étudie bien avant d'y aller. Pour pas être Oui, c'est déçu, sûr. justement. 10 ans pour voir un film. Alors, Oui, oui, non. Alors, je l'ai choisi. Non, non, quand même. votre sportif préféré? Je dirais, mais c'est assez logique, un biathlète. Et je dirais un biathlète féminin qui serait Sandrine Bailly. Parce que je fais du tir, comme je vous disais, je fais aussi un peu de ski et je trouve que c'est un sport très complet. Parce qu'essayer de se maîtriser, arriver à se contrôler pour faire du tir après avoir fait 10 km de ski de fond, c'est après le vélo quand même. Après le vélo, je crois le sport le plus difficile. C'est très technique, c'est très physique et ça pardonne pas. Donc, et je pense pas, à moins que je me trompe, que ce soit un sport qui entraîne une certaine forme de dopage, bien que ce soit des sports difficiles. Donc là, enfin, je ne vais pas m'étendre sur le dopage parce que ça pourrait être des questions que vous me retourneriez. Mais je dis Sandrine Bailly parce que c'est une jeune femme que j'ai vue souvent. Et comme je vous disais aussi, c'est les épreuves, c'est les manifestations sportives que je regarde à la télé. Donc le biathlon, c'est pas regarder beaucoup, mais ça m'arrive de regarder souvent. D'accord. Alors Christian, nous arrivons à la fin de cette interview.
Si je vous dis que, si je vous demande qui vous aimeriez voir à votre place dans votre fauteuil pour que je l'interviewe, ce serait qui? Vous? Moi, bah, je vais avoir du mal à m'interviewer. Mais Ou vous bien on en change tout- de place, vous prenez mes fiches. Non, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ou le président de l'Automobile Club, qui est assez insaisissable d'ailleurs. Insaisissable, on va voir ça. Ok. Bah, je vous remercie beaucoup en tout cas. Je vous en prie, ça m'a fait plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez regarder cette interview sur worldsports-events.com à la rubrique Athletes Corner. Merci à l'Automobile Club de Monaco de nous avoir accueillis. À très bientôt.